chercher un siège, chercher une main levée. Et on va pouvoir commencer. Tonnerre d'applaudissements pour Will Scott. Ok, bienvenue. Alors, la structure de cette présentation, c'est en deux parties. D'abord, je vais vous donner une sorte de vue d'ensemble des mécanismes qui existent dans le monde de la communication sécurisée. Et je vais essayer de différencier les choix et les différents compromis qu'on peut faire et pourquoi est-ce qu'on choisit une solution ou une autre. Parce qu'en général, on parle de sécurité ou de vie privée de façon globale, mais en fait, il y a beaucoup d'éléments particuliers dedans. Et du coup, si on regarde ça en détail, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on sacrifie ou pourquoi est-ce qu'on fait une décision donnée, pour qu'on prend une décision spécifique pour un système donné. Et donc, ce que moi je vais couvrir, c'est d'abord je vais vous donner une forme de taxonomie ou de classification des différents systèmes qu'on peut voir autour de nous. Et à partir de là, je vais pouvoir identifier des menaces contre lesquelles on essaie de se défendre et quels mécanismes on utilise pour se défendre contre ces menaces. Et je vais regarder du coup les mécanismes qui sont utilisés aujourd'hui sur divers systèmes. Et vers la fin, on va plutôt regarder ce qui se fait dans la recherche, de quels sont les nouveaux développements, où est-ce qu'on a des nouvelles idées mais qui ne sont pas encore installées, ou alors les compromis ne sont pas forcément idéaux en matière d'utilisation, d'utilisabilité ou simplement d'adoption. Donc, je vais vous présenter nos personnages ici, Alice et Bob. Et aujourd'hui, je vais parler surtout de messagerie d'une personne à une autre, un à un. Donc, c'est surtout des systèmes qui permettent d'avoir une conversation qui ressemble beaucoup à ce qu'on aurait en personne. Et ça, c'est ce que j'essaye de modéliser. Je veux avoir une communication synchrone en temps réel sur une durée de semaines, mois, années. Ça correspond à, voilà, je parle à quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Et si je veux parler à cette personne, je m'attends à ce que le système me donne une expérience similaire à ça. Donc, la façon dont on va penser, dont on va concevoir ces systèmes fonctionnent de façon similaire à une communication dans la vie réelle. Sur un réseau local, je peux utiliser AirDrop ou je peux utiliser des technologies qui juste marchent directement entre mon ordinateur ou mon téléphone et celui d'un ami. On pourrait utiliser simplement Netcat ou des choses en ligne de commande pour envoyer des données directement à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et ça donne une communication qui est vraiment similaire. C'est éphémère, c'est-à-dire que les données ne sont pas conservées par la suite, et c'est un à un. Mais il y a déjà des adversaires, ou en tout cas des menaces auxquelles on peut penser en matière de sécurité. Par exemple, le réseau. Est-ce que quelqu'un peut voir cette communication et comment est-ce qu'on se protège contre ça? Alors, on a des mécanismes qui permettent de faire ça, notamment le chiffrement. Je peux déguiser ma communication en la chiffrant pour que quelqu'un à qui la communication n'est pas destinée ne puisse pas comprendre ce qui se passe. L'autre menace, c'est le terminal en lui-même. Il y a des choses auxquelles il faut qu'on pense directement. Quand on parle de se protéger contre un terminal malicieux, par exemple, ça pourrait être un logiciel qui a été installé sur un ordinateur et qui essaye de voler les données qui sont reçues, soit en temps réel, soit après. Et donc, on a des systèmes pour ça, par exemple, l'expiration des messages, ce qui fait que les messages sont supprimés après un certain temps. Et l'autre mécanisme, c'est l'isolation, c'est-à-dire que notre logiciel est isolé du point de vue du système pour que d'autres applications ne puissent pas lire ce qui s'y passe. Donc, on a ce système de communication directe, mais ça, c'est une minorité de ce à quoi on pense quand on parle de communication. En général, plutôt, la plupart des systèmes qu'on utilise un serveur centralisé. Donc, il y a quelque chose dans le cloud qui est centralisé. On envoie nos messages là-bas et ce truc-là transmet les messages à la personne qui reçoit. Et ça, c'est le cas pour Facebook, WhatsApp, Slack, IRC, Signal, Threema, la plupart des applis de chat que vous utilisez, qui utilisent du cloud, ont ce modèle-là. Donc, on peut identifier d'autres menaces ici et on peut aussi voir pourquoi est-ce qu'on utilise ces systèmes-là.
Donc on a toujours le réseau comme menace, mais je vais aller un peu plus en détail ici. Donc on a toujours le réseau local qu'on avait avant. Donc quelqu'un qui est sur le réseau près de la personne qui envoie les messages, quelqu'un d'autre dans le même café, sur le même Wi-Fi, ou quelqu'un dans votre entreprise, votre école, sur le même réseau. On a aussi l'Internet en soi, donc le fournisseur d'accès, votre gouvernement peut-être, ou un autre gouvernement qui veut peut-être regarder les messages ou vous empêcher de les envoyer. On a aussi potentiellement des gens sur le réseau près du serveur qui peuvent voir la plupart des serveurs qui peuvent entrer et sortir du serveur. Parce que ces serveurs doivent exister quelque part physiquement, dans un data center ou quelque part, ou peut-être virtualisés chez AWS ou Google Cloud ou quelque chose comme ça. Et du coup, on doit penser à d'autres acteurs ici qui sont près du serveur et qui peuvent voir l'essentiel du trafic qui rentre et qui sort du serveur et qui peuvent voir peut-être vos messages. Il faut aussi qu'on pense au serveur lui-même comme adversaire. Il y a des menaces plutôt directes. Le serveur peut se faire hacker ou être compromis. Et donc, certaines parties de la communication ou certains des bugs dans le logiciel peuvent être des problèmes ici. On a aussi une entité légale qui fait tourner ce serveur et qui est dans une juridiction. Et le gouvernement de cette juridiction peut aussi envoyer des requêtes pour forcer cette entité à livrer certaines données. Donc il y a la question de qu'est-ce qui est légalement requis d'être livré au gouvernement, aux autorités. Et puis, c'est aussi généralement quelque chose qui est géré par une entité, une entreprise, qui a besoin de faire de l'argent. Et la question est, est-ce qu'on fait confiance à cette entreprise aujourd'hui et est-ce qu'on fait aussi confiance à cette entreprise dans le futur si cette entreprise est rachetée ou acquise par quelqu'un d'autre. Et du coup, est-ce que les messages dans le futur pourraient être découverts? On a aussi des techniques pour se protéger contre ça. On peut obfusquer le trafic. Ça, c'est une technique qui permet de faire en sorte que notre trafic ne ressemble pas forcément à du trafic de discussion instantané sur le réseau. Et il y a aussi, alors j'appelle ça juste renforcer le serveur, mais c'est un ensemble de techniques qui permettent de faire en sorte de ne pas faire aussi confiance au serveur, ce qui rend un serveur compromis moins probable, ou même si le serveur est compromis, peut-être que moins d'informations pourront être extraites. Alors, c'est important de montrer qu'il y a quand même des raisons pour lesquelles on a essentiellement utilisé de la messagerie centralisée. En premier, c'est la disponibilité. C'est très facile d'aller à ce point central qui est toujours disponible. Ça permet aussi de gérer certains problèmes, comme par exemple si vous avez plusieurs périphériques, notamment des périphériques mobiles avec un système de push au lieu de pull. Si vous utilisez Android ou iOS, vous pouvez envoyer des notifications au téléphone directement et c'est la méthode requise. C'est la seule méthode correcte pour faire ça. Et pour ça, il vous faut un serveur centralisé qui peut envoyer ces notifications en temps réel à vos utilisateurs sur mobile. Alors, les désavantages, il y a le coût, parce que maintenant on a une entité qui est responsable, qui doit payer ses coûts, faire tourner les serveurs. Et il y a aussi du coup cette entité qui a une existence juridique et qui peut être forcée à livrer certaines données. Ce n'est pas le seul type de système qu'on a. Un autre système très commun, c'est ce qu'on appelle les systèmes fédérés, notamment l'email qui est comme ça. L'email, c'est pas mal. Je peux choisir un fournisseur d'email en qui j'ai confiance. Et si j'ai confiance en aucun fournisseur d'email, je peux créer mon propre serveur mail, ce qui permet de décentraliser les coûts et de rendre le système plus facile à mettre en œuvre. Ça me permet d'avoir confiance dans mon fournisseur d'email à moi, mais je n'ai pas forcément confiance dans le fournisseur d'email de la personne qui reçoit mes mails. Dans ce cas-là, Bob, je ne sais pas si je peux faire confiance à son fournisseur d'email puisque les fournisseurs d'email sont séparés et décentralisés. Il y a aussi des problèmes en matière d'identité et de découverte des autres et aussi de push vers des applications mobiles. Mais on a des solutions pour ça. Et on a aussi d'autres choses que l'email. On a aussi le fait divers avec Mastodon. On a aussi différents systèmes de chat et même SMS, par exemple. Chaque opérateur de téléphonie gère ses propres SMS et se fédère avec les autres. Donc, pendant qu'on continue cette sorte de métaphore sur les systèmes, on finit par avoir des systèmes décentralisés. Alors, il y a deux types de systèmes décentralisés. Le premier, c'est ceux par Gossip,
C'est-à-dire que je donne le message que je veux à quelqu'un en qui j'ai confiance et qui va le propager aux gens autour de ce nœud-là. Et éventuellement, ça va se répandre dans tout le réseau. Ça, c'est toujours un type de système où on est quand même, c'est assez imparfait et assez jeune à l'heure actuelle. On est encore en train d'apprendre quelles données peuvent fuir. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très décentralisé. Les autres systèmes décentralisés ont pour but d'avoir tous les utilisateurs qui ont peu de confiance envers les infrastructures centralisées. On peut penser ici par exemple aux hashtags distribués qui sont utilisés par exemple avec Bitcoin. C'est quelque chose qu'on voit aussi avec Ricochet ou ToxChat, qui utilisent des infrastructures un petit peu comme Tor pour envoyer les messages, ou qui ont aussi une hashtag distribuée pour router les messages vers tous les membres du réseau. On peut donc rechercher dans cette table où envoyer un message, et ça permet d'avoir cette découverte des identités. Donc, on va regarder maintenant un peu les mécanismes qu'on a identifiés plus en détail. On peut commencer par le chiffrement. Quand vous envoyez un message à un serveur, par défaut, il n'y a pas de chiffrement du tout. Si vous pensez par exemple à IRC, ou même l'email, jusqu'il y a peu de temps, était encore généralement non chiffré, vous pouvez faire une bonne analogie avec une carte postale. Si vous envoyez une carte postale, dessus il y a d'où vient la carte, où est-ce qu'elle va et le contenu. Si vous utilisez du chiffrement de transport, et ça c'est standard pour la plupart des systèmes centralisés, c'est-à-dire que vous prenez cette carte postale, vous la mettez dans une enveloppe que le réseau ne peut pas ouvrir. C'est ce qu'on utilise avec TLS ou d'autres formes de chiffrement de transport, ça vous fournit ça. Le lien réseau voit juste la source et la destination. Donc il voit juste qu'il y a un message qui vient de Alice et qui va vers Facebook ou un autre fournisseur cloud. Mais il ne peut pas voir à l'intérieur de ce message pour voir que c'est un message qui est destiné à Bob ou quel est le contenu du message. Il voit juste que c'est un message qui va vers Facebook. Donc SMTPS, il y a aussi des versions sécurisées d'IRC, de l'email, et la plupart des protocoles modernes utilisent une forme de sécurité au niveau du transport. Ce qu'on a de plus en plus maintenant aussi, c'est le chiffrement end-to-end, le chiffrement de point à point. Donc la différence ici, c'est que le message que Alice envoie est adressé à Bob et est chiffré de telle façon que Facebook ne peut pas non plus voir le contenu de ce message. Donc, le réseau voit juste un message qui va de Alice à Facebook, mais Facebook ne peut pas non plus lire le message dans ce scénario. Donc, le chiffrement end-to-end, c'est pas mal répandu récemment, dernièrement. Signal, iMessage, on a des outils comme PGP, GPG qui implémentent diverses formes de ça. Pour tout ce qui est messagerie instantanée, c'est intéressant de parler donc du protocole de Signal qui s'appelait avant Exponent, qui a été adopté dans aussi WhatsApp, dans Facebook Messenger si on active le chiffrement end-to-end, et qui s'est plutôt généralisé dans ce qu'on appelle le Noise Framework, qui a pas mal d'adoption maintenant. Omemo ressemble aussi pas mal à ça, mais est utilisé pour XMPP. Donc c'est une implémentation spécifique de ce protocole pour XMPP. Une autre implémentation s'appelle Off the Record, OTR, qui s'est développée un petit peu indépendamment de ça, mais eux pensent beaucoup à ce qu'on appelle la possibilité de dire qu'un message n'est pas forcément attribuable à quelqu'un en particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces différents protocoles, mais ce qu'il faut voir ici, c'est que la partie difficile, ce n'est pas de chiffrer le message. La partie difficile, c'est comment est-ce qu'on envoie le premier message pour établir une communication, en particulier si le récipiendaire est pas en ligne à ce moment-là. Parce que voilà, je tape mon message, je veux l'envoyer, il faut que j'obtienne une clé pour parler à cette personne, pour pouvoir envoyer un message que uniquement cette personne peut lire et pour établir un secret partagé. Et pour faire tout ça en un seul message, en particulier si la personne à qui on parle n'est pas en ligne, c'est difficile. C'est aussi difficile de comprendre la correspondance entre un utilisateur et ses périphériques, parce qu'on peut avoir un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, et de pouvoir ajouter un nouveau téléphone, etc., sans avoir des warnings, des erreurs qui rendent le système difficile à utiliser. C'est une des parties les plus difficiles d'établir ces systèmes-là. On a deux problèmes
qui viennent lorsqu'on utilise le chiffrement de bout en bout. Donc l'établissement de la connexion, c'est le problème qui consiste à dire qui est Bob. Donc je trouve un contact et je l'ai trouvé d'une certaine manière par une adresse email, par un numéro de téléphone. Par exemple, Signal utilise les numéros de téléphone, beaucoup de systèmes utilisent les adresses mail. Certains systèmes utilisent des identifiants uniques générés pour vous. Mais du coup, on va avoir besoin d'une clé ou de quelque chose, d'un secret cryptographique pour identifier cette personne, pour être sûr. Et du coup... Et du coup, on a besoin de savoir comment on va faire cette correspondance. Donc, beaucoup de systèmes font ça en uploadant nos listes de contacts, ce qui pose des problèmes en termes d'interface utilisateur. Mais on a besoin de faire confiance au serveur pour qu'il ait ses contacts. Signal, de ce point de vue-là, il indique qu'il n'upload pas les contacts. Du coup, c'est vrai. Par contre, il upload des empreintes des numéros de téléphone. Et du coup, on peut faire une recherche sur le hash du numéro de téléphone et retrouver les informations liées à Signal par ce moyen. Donc, Signal utilise Intel SGX et ORAM pour augmenter le coût d'une attaque potentielle. Une autre façon de faire ça, c'est de permettre aux gens d'utiliser des pseudonymes. Et du coup, le coût devient moindre en cas de compromission. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas faire confiance au serveur pour faire cette correspondance? Donc quelque chose qui existe depuis quelque temps, c'est le Web of Trust, le web de la confiance. Donc, alors, si je sais que quelqu'un a une clé donnée, je peux, moi, signer une attestation que c'est cette personne qui a cette clé. Et si quelqu'un me fait confiance, cette personne peut faire confiance à mon attestation et donc peut vérifier que cette clé est associée à cet identifiant. Et donc, on peut utiliser un réseau avec parfois plusieurs sauts pour atteindre la clé que je veux. Et on a quand même une forme de confiance indirecte entre moi et la personne à qui je veux envoyer un message. Alors, c'est un système qui est généralement assez manuel et l'utilisabilité n'est pas forcément géniale. Et cette année, on a aussi eu des attaques de déni de service contre les infrastructures de Web of Trust. Cette attaque en particulier est que n'importe qui peut mettre à disponibilité des attestations comme ça, et que donc si des utilisateurs ou des faux utilisateurs, des civils, décident de mettre en place, d'uploader énormément d'informations, le système ne tient pas la charge, parce que c'est très dur de filtrer pour avoir uniquement les personnes qui nous intéressent, parce que pour pouvoir filtrer ça, il faudrait dire au système quelles identités nous intéressent, ce qui donne déjà une information au réseau à qui on parle. Keybase a une autre approche. Eux, ce qu'ils disent, c'est que quand je parle à quelqu'un, je parle à une personne qui a déjà une identité en ligne, quelqu'un qui a une identité sur Twitter ou sur GitHub ou sur un réseau social ou un site web. Donc, ce que Keybase dit, c'est cette clé est associée à ce compte Twitter ou ce compte Reddit ou un compte Facebook. Et donc, avec des preuves cryptographiques de cette association, je peux avoir, moi, la preuve que cette identité cryptographique est associée à ce système-là. Keybase, cette année, a aussi commencé à fournir un système
de récompenses financières pour utiliser leur système. Et ensuite, ils ont eu des problèmes puisqu'il y avait énormément de gens qui s'inscrivaient. Parce que le problème était du coup, est-ce que les identités correspondent à des véritables personnes, ce qui est similaire à l'attaque par déni de service sur la toile de confiance, le Web of Trust, dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur nos périphériques, généralement, on utilise un système qu'on appelle le TOFU, Trust on First Use, la confiance lors de la première utilisation. C'est-à-dire que la première fois que je vois une clé qui identifie quelqu'un, je garde cette clé, et si je dois à nouveau parler à cette personne dans le futur, j'ai déjà une clé et je peux continuer à l'utiliser et je peux m'attendre à ce que cette clé reste la même au fil du temps. Donc cette continuité, cette capacité à garder les clés, veut dire que la première fois qu'on établit une connexion avec quelqu'un, il faut que ce soit la vraie personne. Et ensuite, quelqu'un qui compromettrait la personne à qui on parle ne peut pas changer cette clé plus tard. Enfin, une autre chose très intéressante qui est sortie environ en 2015 et qui est maintenant plus répandue, c'est un système par Adam Langley qui s'appelle Pond, qui est en quelque sorte une version plus moderne de l'email. Une des choses que Pond faisait, c'était d'avoir ce qu'ils appelaient un échange de clés authentifié par mot de passe. Ça, c'est un peu un nouveau développement dans la cryptographie qui est si deux personnes peuvent commencer avec un secret partagé assez faible, par exemple, je peux dire publiquement ou en clair, dire à l'autre personne où est-ce qu'on était tel jour. Et voilà, là, on sait quelque chose tous les deux qui a peut-être quelques bits d'entropie, parce qu'on peut écrire la même réponse, le même texte. On peut prendre ça, faire une dérivation de clés à partir de ça, et peut-être arriver à plus d'entropie partagée. Et à partir de là, on peut peut-être bootstrapper un échange de clés et mettre en place une identité cryptographique forte pour l'autre personne. Donc, Pond utilise un système qu'ils appellent Panda, qui permet de mettre en relation deux individus en se basant sur un challenge response comme ça. C'est aussi quelque chose qu'on trouve souvent dans les systèmes off the record, notamment ceux qui sont basés sur Jabber. L'autre chose dont on a besoin d'être conscient et auquel faire attention pour les systèmes chiffrés, c'est la répudiabilité. Donc, on veut que notre conversation elle soit complètement répudiable en fait. Qu'on puisse pas nous attribuer ou à notre correspondant tout ou partie de la conversation. Donc, une fois qu'on a authentifié l'autre personne, on obtient un transcript et on pourrait dire, eh ben, voilà, cette personne a dit ça. Donc, on a obtenu récemment des choses comme ça sur des mails. Donc, par exemple, sur Wikileaks, on a eu des mails authentifiés de cette manière. Donc, on pouvait dire, regardez, les mails ici, leur texte n'a pas été modifié et on peut les attribuer effectivement à une personne précise. Donc, quelque chose qui est permis par le protocole Signal, c'est ce qu'on appelle la répudiabilité ou le déni plausible. Donc, on a une notion qui est le déni plausible qui fait qu'on va pouvoir en quelque sorte jeter les choses, les secrets après usage. Donc, on utilise des clés. On a chacun une paire de clés qu'on utilise pour établir la communication, mais à chaque fois qu'on envoie un message, je vais envoyer une nouvelle clé qui va modifier la clé qu'on partage. Donc, quand Alice envoie un message, elle va dire « ma prochaine clé publique, ce sera ça », et quand Bob répond, il va dire « ma prochaine clé publique, ce sera ça ». Et ce que je peux faire maintenant, c'est quand j'envoie un message, je peux donner une partie secrète de ma clé précédente, et du coup, je peux dire la clé que j'ai utilisée précédemment, c'était ça. Et donc, à la fin de la conversation, on sait tous les deux quelles sont les clés privées qui ont été envoyées. Et donc, ça veut dire qu'on aurait chacun pu créer la conversation sur notre ordinateur. C'est-à-dire que à tout moment, il n'y a que le tout dernier message qui a uniquement pu être envoyé par quelqu'un d'autre. Et le reste du message, c'est quelque chose qu'on aurait pu générer soi-même. Il n'y a pas de preuve que quelqu'un d'autre l'a envoyé. Il y aura une présentation pendant le jour 3 de la conférence sur OTR version 4
qui ira beaucoup plus dans les détails sur comment ça marche. Donc je vous encourage à venir voir cette conférence si ça vous intéresse. Donc le prochain concept dont on devrait parler, c'est l'expiration. C'est assez similaire à la forward secrecy. Et il y a deux attaques auxquelles il faut penser. La première, c'est il faut peut-être remercier Snapchat pour avoir rendu ça populaire. C'est le message est supprimé après un certain temps. Et donc, ça permet de donner une certaine protection contre le fait de faire pleinement confiance à quelqu'un pour ne pas relayer un message plus tard. Donc, c'est aussi les adversaires, les attaquants qui pourraient prendre des captures d'écran, par exemple. C'est pour ça que certaines applications vont effacer l'écran quand on context switch vers une autre application. Donc ouais, si vous utilisez un téléphone et que vous changez d'app, vous allez peut-être voir que certaines applications ont un écran complètement vide. Ça, c'est parce que les applications ne savent pas forcément faire la différence entre un screenshot et un changement d'application. Et du coup, pour se protéger contre une capture d'écran, on efface tout l'écran. Donc ça fait partie d'une stratégie d'augmenter le coût d'avoir ces attaques. Ça ne les rend pas complètement possible. On peut toujours prendre simplement une photo de l'écran, mais on décourage ces attaques et on met en place des normes sociales. L'autre chose à considérer pour l'expiration, c'est que après que la communication ait eu lieu, peut-être quelqu'un fera du forensic, de l'analyse sur ce qui s'est passé, essaiera de voir ce qui a eu lieu, ou peut-être quelqu'un installe une application sur le téléphone qui essaye d'avoir des traces de ce qui s'est passé par le passé, notamment ici vous avez des screenshots d'une application de surveillance d'espionnage qui est utilisée en Chine. Et donc la question est, pour combien de temps vous voulez garder les conversations que vous avez eues? Et là, bien sûr, il y a un nouveau compromis. C'est utile parfois de pouvoir revenir en arrière, en particulier pour des entreprises qui pensent qu'il y a de la valeur dans la capacité à analyser des données de votre historique de conversation. Les entreprises n'ont pas envie de se débarrasser de ces données-là. Le prochain sujet qui est utilisé, la prochaine méthode qui est utilisée, c'est l'isolation, le sandboxing au niveau du système d'exploitation. Donc, l'idée là, c'est de voir qu'est-ce que le système d'exploitation a en place pour isoler et sécuriser votre application de chat par rapport à du malware ou une attaque qui aurait pu compromettre le périphérique sur lequel votre application tourne. Il y a une variété de projets, notamment au Congrès ici, qui innovent sur ce sujet. Et plusieurs applications essayent d'innover là-dessus. Par exemple, Tinfoil Chat, qui utilise 3 périphériques et une diode physique, ce qui permet d'avoir un périphérique qui envoie les messages et un qui reçoit les messages. L'idée étant que si vous recevez un message qui compromet un périphérique, le malware peut uniquement lire les messages, mais ne peut pas en renvoyer. Et donc, ça réduit la capacité d'un attaquant à utiliser l'accès qu'il a reçu. Et c'est utilisé avec vraiment une diode en hardware que vous voyez ici. L'autre côté de la pièce, c'est les backups et la restauration des backups. Il y a un compromis en matière d'utilisabilité et d'expérience utilisateur. Les gens n'ont pas envie de perdre leur liste de contacts ou leur historique de conversation. Et donc, vous gardez, pour les utilisateurs, vous pouvez garder une copie de tout ça, mais ce backup peut être compromis. Apple a fait beaucoup de recherches dans le sujet. Ils ont fait un talk à la Black Hat conférence il y a longtemps, où ils expliquaient comment utiliser des HSM, des modèles de sécurité en hardware, pour ça, un petit peu comme ceux que vous pouvez avoir dans un laptop. Et comment est-ce que ces puces gardaient la clé inaccessible et comment il y avait la limitation de combien d'essais de recouvrement de clés pouvaient être faits dans certains temps. Mais l'autre côté de ça, c'est comme c'est une entreprise, le gouvernement peut venir et leur demander de restaurer les clés. Et du coup, comment est-ce que Apple a fait pour mettre en place des HSM qui ne pouvaient pas leur donner les clés? Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi quand on utilise des systèmes basés sur le cloud. Quelles sont les capacités de l'entreprise à prévenir
se prévenir eux-mêmes de récupérer la clé du chiffrement de vos backups. Il y a un document ici qui va très en détail sur les différents threat models et les différents adversaires et menaces dans ce genre de scénario. Une autre technique qui est utilisée pour se prémunir contre des adversaires, c'est ce qu'on appelle le domain fronting, qui est une technique d'obfuscation. Alors, domain fronting, c'est quelque chose qui est sorti plutôt en 2014, qui est un petit peu moins efficace maintenant, mais qui a toujours une utilisation. L'idée de base est d'avoir une séparation de couches entre l'enveloppe et le message à l'intérieur, qu'on utilise par exemple avec HTTP et le web. Donc, quand je crée une connexion sécurisée à un CDN, un fournisseur de contenu comme Amazon ou Google ou Microsoft, je peux faire cette connexion et avoir le TLS, le chiffrement jusqu'à ce service. J'établis une connexion à Microsoft ou à Cloudflare. Et le message que j'envoie à l'intérieur peut être un message de chat qui est pour un utilisateur particulier de ce fournisseur de service. Donc, ça, c'est une façon efficace d'empêcher le réseau de savoir à quel service vous êtes en train d'accéder. Ça a été utilisé pour certaines choses bien, ça a aussi été utilisé pour du malware, ce qui fait que les fournisseurs de services ont limité la faisabilité de ces techniques. Mais c'est toujours utilisé si vous activez certaines fonctionnalités, par exemple dans Signal, des fonctionnalités pour l'évasion de la censure. C'est aussi utilisé dans Telegram. Et cette technique est aussi utilisée pour des choses comme DNS sur HTTPS ou le chiffrement de SNI dans TLS, qui sont des façons un peu standardisées d'établir une connexion vers un service sans fournir d'identifieur visible par le réseau pour dire au réseau à qui vous voulez vous connecter. C'est important de mentionner quand même que le système de chat le plus utilisé qui utilise ce genre d'obfuscation, c'est Telegram, qui a pas mal d'utilisateurs dans certains pays qui n'aiment pas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs de Telegram. Et ils ont des systèmes qui permettent de changer d'IP très rapidement, donc ils peuvent changer où leurs serveurs apparaissent. Ils ont aussi des façons d'envoyer des messages sur des tunnels sur DNS, ce qui permet de mitiger certaines techniques de censure. Donc, du point de vue des fournisseurs de services, pour eux, c'est une façon d'avoir accès à la population locale. Ils ne pensent pas forcément à votre réseau local. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont des millions d'utilisateurs et ils veulent que ces millions d'utilisateurs aient toujours accès à ce service. Donc, on peut, dans une certaine mesure, cacher les caractéristiques du trafic qui disent à quel service on se connecte. Mais il y a d'autres choses. Le trafic en lui-même donne des informations au réseau. Il y a des métadonnées auxquelles il faut qu'on pense ici. Par exemple, il faut qu'on pense au padding, c'est-à-dire la taille d'un message. Une chose simple, c'est si j'envoie un message de chat, ça va être beaucoup moins d'octets que si j'envoie une image ou un enregistrement de voix. Et c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, dans les avions, des choses qui limitent la taille des messages. Ils vont permettre aux messages en texte d'y aller, mais de passer, d'être envoyés, mais pas à des images. Même la voix, même si on chiffre la voix, on a maintenant des techniques qui sont vraiment très efficaces pour compresser l'audio, à tel point que des phonèmes différents prennent une taille différente. Et donc, je peux dire quelque chose, le compresser, le chiffrer, et je peux quand même voir ce qui a été dit juste en me basant sur la taille des différents sons qui ont été envoyés, même après chiffrement. Donc, il y a eu ce papier de recherche Oakland S&P qui montrait une attaque très pratique là-dessus. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est qu'il y a un compromis à faire entre à quel point je peux être efficient dans les données que j'envoie et à combien de métadonnées je divulgue en envoyant un message. Je peux utiliser un système de compression moins efficient qui va garder plus d'octets inutiles et qui révélera moins d'informations. Mais bien sûr, ça ne marche pas forcément sur tous les réseaux, si les réseaux sont limités en bande passante, par exemple. Une autre chose qui est visible, c'est quand est-ce que les utilisateurs sont actifs. Si je regarde quand est-ce que quelqu'un
envoie des tweets et quand est-ce que certains messages sont envoyés, je peux probablement savoir dans quel fuseau horaire ils se trouvent. Et donc, ça permet des attaques basées sur les métadonnées, comme par exemple des attaques par confirmation ou des attaques par intersection. Une attaque par intersection, c'est quand on regarde à l'activité relative de plusieurs personnes et d'essayer de comprendre, tiens, quand Alice envoie un message, qui d'autre était actif au même moment? Et si je regarde ça sur une longue période de temps, est-ce que je peux peut-être découvrir à qui Alice parlait, juste par similarité dans leur moment d'activité? Un système qu'on peut regarder aussi, c'est Pond, qui travaille là-dessus. L'idée étant que les clients seraient probablement toujours en ligne et qu'à intervalles réguliers, ils enverraient des messages au serveur, qu'il y ait des messages à envoyer ou non. Et donc, du coup, du point de vue du réseau, tous les utilisateurs se comportent de façon strictement identique. Le problème étant, bien sûr, que maintenant, tous les utilisateurs envoient un message toutes les minutes environ, et ça crée énormément de trafic inutile, de trafic vide, puisqu'il n'y a pas de données à envoyer, c'est juste des données vides pour faire de l'activité. Donc maintenant, on va regarder un petit peu le renforcement, le hardening des serveurs, qui vont nous permettre de renforcer la confiance en ce serveur. Donc des exemples de pourquoi on voudrait faire ça. Par exemple, c'est arrivé beaucoup de fois que des serveurs n'aient pas été aussi sécurisés qu'indiqué. Donc par exemple, la filiale chinoise de Skype avait une blacklist sur certains mots pour empêcher les utilisateurs d'utiliser ces mots dans des messages. Il faut aussi s'intéresser à ce qui va se passer dans le futur. On peut faire confiance à un serveur pour conserver des données maintenant, mais qu'est-ce qui va en être dans le futur? Donc, quelque chose qu'on peut dire maintenant, c'est que le développement logiciel, il est plutôt centralisé. Donc, on a un logiciel dans un état donné, mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va être mis à jour? Et dans quelle mesure je fais confiance à ça? Donc là-dessus, l'open source, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Donc, pour ça, on peut regarder ce que le serveur sait après le chiffrement de bout en bout. Donc, il sait notamment la taille du message, d'où il vient et où il va. Concernant la taille, on en a déjà parlé, donc on peut un peu limiter cette connaissance-là en utilisant ce qu'on a dit plus tôt, le padding. Donc, on a maintenant le concept de linkability. Donc, on commence à avoir quelques approches qui permettent de limiter la linkability. Donc, on peut avoir un système de sealed messages, donc où la source du message elle va être incluse dans l'enveloppe scellée. Ce qui va permettre d'avoir moins de logs sur le serveur sur la source d'un message. Donc théoriquement, il y a déjà un peu de travail là-dessus. Donc notamment tout ce qui concerne les mixnets. Donc un mixnet fonctionne en ayant un ensemble de fournisseurs. Donc un ensemble d'utilisateurs va envoyer des messages à un fournisseur qui va les mélanger, renvoyer à un autre fournisseur, les remélanger, etc. Ce qui permet de délier et du coup d'avoir moins de lien entre la source et la destination de nos messages. Donc par contre, du coup, typiquement, on va attendre d'avoir un certain nombre de messages avant d'effectuer ce mélange et ce dispatch sur un autre provider. Donc ça va
pour éviter qu'on puisse revoir de la linkabilité si on a un seul utilisateur qui utilise le service. Donc on a quelque chose à ce sujet qui est Katsun Post, donc ils ont donné une présentation à ce sujet au camp. Donc un projet sur lequel j'étais intéressé, ça concernait la récupération d'informations privées. Donc si j'ai un serveur avec une base de données qui contient des messages, je veux... So this sounds maybe hard. I can give you a straw man to convince yourself that this is doable. And the straw man is, I can ask the server for its entire database. Donc, si je veux pouvoir retrouver un message particulier, je peux demander au serveur la base de données entière, mais c'est pas ce que je veux. Donc, on a quelques constructions pour ça. On va s'intéresser à la partie théorique. Donc on a un ensemble de fournisseurs qui ont la même base de données. Donc on va supposer qu'ils ne se parlent pas tous les uns les autres. Donc quelque chose qu'on va utiliser aussi ici, c'est le OO exclusive, le XOR. Donc c'est une opération binaire dont une propriété sympathique est que si on XOR quelque chose avec soi-même, ça s'annule et ça devient 0. Donc si on a nos bases sur des systèmes différents, on peut demander à chacun de fournir un surensemble de cette base de données qu'on va ensuite XORer ensemble. Et donc en structurant ça, en faisant ça, on peut, et en récupérant des sous-ensembles et en les XORant, on peut réussir à obtenir l'élément qui nous intéressait sans que les serveurs le sachent. Donc, on pourrait s'inquiéter du fait qu'on demande au serveur de faire pas mal de travail pour faire cette opération. Donc, quelque chose qui est intéressant là-dessus, sur le fait de faire des opérations sur ces grandes bases. En fait, ça s'approche assez des problèmes qu'on a, des choses qu'on rencontre dans l'intelligence artificielle. Et ça se passe assez bien, en fait, lorsqu'on utilise des GPU, des cartes graphiques, pour réaliser ces opérations. Et donc, avec des cartes graphiques, on peut avoir des bases de données énormes de l'ordre du giga ou du teraoctet. Où l'opération qu'on a décrite plus tôt, elle va prendre quelque chose de l'ordre de la milliseconde. Donc, des exemples là-dessus. Donc, Talek, qui est le système sur lequel j'ai travaillé. Donc, la construction mathématique ici, elle n'est pas facile à expliquer, mais il y a des nouveaux travaux assez intéressants, notamment de Dan Bonnet et quelqu'un d'autre à Stanford, qui nous montre comment en pratique effectuer cette opération. Ok. Donc je vais terminer avec quelques minutes sur les chats à plusieurs parties, à plusieurs utilisateurs. Donc ici, on a plusieurs possibilités sur l'implémentation des messageries de groupe.
Donc on pourrait ne pas dire au serveur qu'on est dans une conversation de groupe en fait. On envoie le même message à plusieurs personnes. Ou alors on fait quelque chose de plus efficient. On envoie le message à une fois au serveur qui le dispatche à toutes les personnes impliquées dans ce groupe. Donc, même si on ne prévient pas le serveur, on a quelques petites choses auxquelles penser. Donc, si on envoie un message de la même taille à 5 différentes personnes et qu'une autre personne plus tard envoie le même message de la même taille à plusieurs personnes, on va pouvoir se douter qu'on est dans le cadre d'une conversation de groupe. Il y a aussi le fait que, du coup, dans une conversation de groupe, si plusieurs personnes ont les mêmes logs et les mêmes secrets cryptographiques, on va pouvoir les lier les unes aux autres. Donc, il y a du travail en cours à ce sujet. Donc, Signal travaille sur le sujet, et notamment pour mettre à l'échelle mieux ces conversations, les conversations de groupe. Un autre système sympa là-dessus, c'est Coach, qui est une extension à Ricochet, qui permet des petits groupes de messagerie et des messages désynchronisés où des personnes sont hors ligne. Donc, et ici, en fait, le serveur, quand il reçoit un message, il le transmet à tout le monde, pas seulement les personnes dans un groupe, enfin dans le groupe destinataire, et du coup, il ne sait pas qui est vraiment dans le groupe. They've got an Android prototype as well that's sort of a nice extension to make this usable. Wonderful. Super. I guess the final thought here is there's a lot of systems. I'm sure I haven't mentioned all of them. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de systèmes, je ne les ai pas tous mentionnés. Cette communauté est vraiment liée à l'innovation, à ce qui est développé dans la messagerie privée. Et ça fait partie des choses les plus intéressantes sur lesquelles on peut travailler. Donc je vous invite à en regarder quelques-uns, à regarder les compromis que ça implique. Ok, et du coup, on va prendre quelques questions. Wasn't necessary to encourage you to come with an applause. There are microphones that are numbered in the room. So if you start lining up behind the microphones, then we can take your questions. We already have a question from the internet. Ok, donc une question de Internet. La popularité et l'indépendance sont en contradiction. Donc comment on peut être sûr que des messageries populaires telles que Signal restent indépendantes ? Alors, la question que je veux poser en réponse, c'est est-ce que l'indépendance, c'est vraiment un but en soi? Il y a une valeur, la valeur d'une messagerie augmente avec le nombre d'utilisateurs. Et d'ailleurs, l'intérêt d'avoir des systèmes fédérés et non centralisés, ça permet d'avoir plus de confiance dans le business model et dans le fait qu'on ne se base pas sur une seule entité. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est pas forcément l'indépendance, c'est la confiance qu'on peut avoir dans la compagnie, dans l'entreprise qui gère le système. Merci pour la présentation. Vous avez parlé beaucoup de contenu et de chiffrement. Donc, qu'en est-il si je suis un individu déjà autorisé dans une zone sensible? Donc,
comment est-ce qu'on pourrait cacher le fait que j'envoie quelque chose depuis une localisation spécifique, par exemple? Donc, cacher quelque chose après l'avoir publié, ça semble vraiment difficile. Alors, il y a quand même quelques approches, quelque chose auxquelles on peut penser. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle les attaques par intersection dans le monde réel, qui est si on fait des actions dans le monde réel, par exemple, les personnes qui viennent à une manifestation, c'est une façon simple de savoir qui parlait de la manifestation quand elle était en train d'être organisée. Et ça, c'est quelque chose d'inévitable. Ce qu'on a vu dans les gens qui organisent des mouvements dans le monde réel, c'était soit de vraiment décentraliser les choses et de les avoir sur beaucoup de plateformes et de les organiser spontanément le plus près possible de l'événement dans le temps, de façon à ce que la réponse ne puisse pas s'organiser à temps. L'autre approche était de cacher sa présence ou d'arriver en groupe, en batch, ce qui permettait de cacher l'appartenance à un groupe donné. Mais je pense que ce n'est pas vraiment un problème de système de discussion, c'est un système qui a plus trait au monde réel. We have a question from microphone number 4. So if network address translation is the origin to the end-to-end principle, and due to that, we now have to run servers. Alors, si les protocoles NAT de traduction d'adresse, c'est déjà quelque chose qui a menacé le décentralisé et que maintenant on a besoin de serveurs centralisés à cause du NAT, est-ce que ça ne crée pas un problème économique? Et donc la réponse, eh bien, même avant NAT, il fallait quand même qu'on paye pour certaines choses. En décentralisant, l'idée c'est qu'on peut décentraliser le coût avec. Alors IPv6 nous donne une opportunité d'avoir plus de choses décentralisées puisque il y a moins le problème de manque d'adresse et c'est plus facile d'héberger des choses chez soi. Même nos téléphones maintenant aujourd'hui ont énormément de capacité de calcul et on peut réfléchir à comment organiser nos protocoles de façon à ce que plus de travail se fasse sur le téléphone au lieu de se faire sur un serveur centralisé. C'est une question d'équilibre ici et je pense que une des raisons pour lesquelles NAT et la traduction d'adresse est si répandue, c'est parce que les systèmes distribués, c'est difficile à construire et c'est difficile de leur faire confiance. Et donc, avoir plus d'outils pour pouvoir tester et comprendre la façon dont fonctionne un système, de s'assurer que ça va marcher 99,999% du temps, des outils qui permettraient de faire ça, ça augmenterait la confiance dans les systèmes distribués et ça permettrait de les rendre plus populaires et d'augmenter leur utilisation. What do you think of technical novices acceptance and dealings with OTR keys, for example, matrix? Qu'est-ce que vous pensez des personnes novices technologiquement qui veulent utiliser des choses comme Riot et Matrix par exemple? Alors tout à fait, il y a un problème d'expérience utilisateur et notamment avec Riot ou même les les premières versions de Signal, il fallait par exemple vérifier le QR code d'un autre téléphone, le QR code de chacun. Et ça donne une interface utilisateur qui est difficile et c'est quelque chose qui a été caché. Et avec Riot, avant, on avait énormément de warnings, d'avertissements. Quand on parlait à quelqu'un de nouveau, ça nous disait attention, il faut vérifier la clé, etc. Et ce qu'on a vu, c'est que le système a changé pour rendre ça moins visible ou moins intrusif. Alors, ça affaiblit en partie certaines des propriétés de sécurité parce que la plupart des étudiants vont de toute façon accepter les clés sans les vérifier. Mais le truc, c'est que si la sécurité se met en travers du chemin des utilisateurs, rajoute trop de friction, les gens vont la désactiver. Donc, ce qui est plus utile, c'est de trouver des façons d'avoir ça sur le côté et de supporter la communication sans la bloquer. Et ça, c'est probablement le genre de système auquel on devrait réfléchir maintenant parce que c'est ceux qui ont une chance d'avoir du succès. Microphone number 3. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de répudiabilité en envoyant la clé privée utilisée pour le dernier message. Donc, comment je fais ça pour vérifier la conversation entière? Alors, dans les systèmes comme XMPP, Jabber, il y a une action explicite pour clore la conversation qui permet de rendre cette conversation répudiable. Donc,
Ce qu'on a, par contre, du côté de Signal, c'est qu'à chaque message qu'on envoie, la confirmation du message envoie un message supplémentaire qui permet de réfuter tout ce qui a été envoyé avant. We have a question from microphone number 7. So first of all, brief comment. The Riot thing still doesn't even do tofu. They haven't figured this out. Petit commentaire concernant Riot, et ils font toujours pas tofu, ils n'ont pas trouvé de vrai moyen. Most of the time, if you have people with a power imbalance, Donc maintenant, si on regarde la répudiabilité, unrepudiatable conversation actually benefits the weaker person. quand on a un déséquilibre de pouvoir, généralement ça bénéficie à la personne avec le moins de pouvoir. Because when you have people with equal power, maybe you do. It's Quand on a une imbalance entre quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et quelqu'un qui n'en a pas, généralement la personne qui a moins de pouvoir a un avantage à avoir des messages par la personne qui a plus de pouvoir qui ne soient pas réfutables. Donc c'est quelque chose qui est intéressant plus quand les gens sont à égalité. Et la réponse c'est alors oui, tout à fait, et c'est quelque chose qui est important de considérer. Et il faut que les utilisateurs puissent faire ce choix quand ils communiquent. Donc c'est quelque chose que les gens doivent pouvoir comprendre dans l'interface et faire un choix conscient. Microphone number 7, please. You talked about the private information retrieval. On a parlé de récupération d'informations privées. Stop the server from knowing who retrieves the message. Comment j'empêche le serveur du coup de récupérer des informations? Ma question c'est comment savoir ou ne pas savoir en premier lieu quels messages viennent de moi. Then, obviously, over a conversation, it would again be possible to de-anonymize the users. Donc au cours d'une conversation, il pourrait être possible de déanonymiser un utilisateur en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Alors oui, j'en ai pas parlé. L'astuce, c'est que entre les deux personnes qui se parlent, il va y avoir un secret partagé, qu'on peut considérer un secret qui a trait à cette conversation en particulier. Et on utilise ce secret pour initialiser un générateur de nombres aléatoires, et ça nous permet de générer les mêmes nombres aléatoires de chaque côté. Et donc, le prochain message à chaque fois ira à un endroit qui est déterminé par ce générateur aléatoire. Donc, la personne qui écrit écrit du point de vue du serveur dans un endroit complètement aléatoire, et la personne qui répond va écrire à la prochaine place qui sera aussi aléatoire du point de vue du serveur, etc., etc. Il y a un article de recherche qui décrit ça beaucoup plus en détail, mais c'est hors du scope de cette présentation. Seems like identity is the weak point of the delivery of messaging apps. Il me semble que l'identité, c'est maintenant le nouveau problème principal des applications de messagerie. Donc comment on résout ce problème? Alors, l'identité, ça a toujours été difficile, et je pense que ça restera difficile. C'est important, je pense, d'avoir plusieurs façons d'identifier les gens. Et je pense qu'il n'y a pas une solution idéale. Donc c'est important et utile d'avoir plusieurs solutions pour différents cercles à qui on parle. Un aspect de ça, c'est peut-être déjà de ne pas forcément être réduit à une seule identité, mais d'avoir plusieurs aspects de la personnalité de quelqu'un sous différentes identités. Avec certains systèmes, on peut s'identifier avec une identité différente pour chaque interlocuteur, au lieu d'avoir une identité centralisée. Donc, d'avoir quelque chose comme ça, l'idée étant, je donne à chaque ami une identité différente. Donc, du point de vue de mes amis, j'apparais comme une personne différente de leur point de vue. Mais en même temps, c'est très difficile parce que si je publie une identité publiquement, cette identité m'est liée publiquement pour tous les gens qui l'utilisent dans le futur. Donc il faut que ces personnes viennent me parler, que je leur donne une autre identité. Et ça limite la possibilité de me découvrir sur le système. Donc c'est un système qui est toujours compliqué et il n'y aura jamais une solution qui satisfait toutes les problématiques. Please give a big round of applause. C'était donc la dernière question. Très dernier applaudissement.